Nous avons des sujets très importants aujourd'hui, des révélations époustouflantes à faire. Et c'est la continuité, ce que nous avons commencé. C'est la continuité. La fois dernière, nous avons parlé du massacre du 28 septembre. C'est la continuité. Nous cherchons toujours des informations là-dessus. Et parce que vous savez, il y a beaucoup de choses qui se sont passées le 28 septembre. En plus de ça, nous allons parler aussi d'autres choses. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, nous avons trois sujets très importants. Le premier, c'est toujours la révélation époustouflante sur le massacre du 28 septembre, comme vous savez déjà. Et le deuxième sujet, c'est la gestion calamiteuse, d'accord, du directeur de la médecine du travail. Et le troisième sujet, c'est l'imminence d'un remaniement ministériel du gouvernement du régime Alpha Condé. Et après, si le temps nous permet, naturellement, on va parler de quelques sous-thèmes, si le temps nous permet, Inch'Allah. On ne va plus retarder. Et on va aller droit au but. Donc, vous partagerez au maximum la vidéo et vous likerez. Alors, M. Manjan Sidibé, bonsoir. Bonsoir, Fama. D'accord. Et on va aller tout droit au but. La fois dernière, dans le live passé, nous avons parlé du 28 septembre, du massacre du 28 septembre. Aujourd'hui, il s'avère que vous avez encore des révélations très très grandes à nous faire. On ne va pas se répéter. Je sais que vous êtes un homme digne, vous avez des sources sûres, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup écouté, vous êtes journaliste de profession. On ne va pas répéter la même chose tout le temps. Alors, M. Manjan, qu'est-ce que vous avez de nouveau aujourd'hui concernant ce massacre du 28 septembre? Voilà, merci mon frère Fama. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Je voudrais vous dire tout simplement à l'entame de ce live de ce 4 septembre 2021 que mon complice positif, mon frère et ami Fama Kanté et moi sommes très heureux de vous retrouver nombreux ce samedi pour un autre numéro de ce live en duo qui vous parviendra désormais 2 fois au moins par semaine en fonction de l'actualité. Et nous allons nous battre pour vous satisfaire dans l'objectivité et l'honnêteté morale et intellectuelle, sans haine ni passion, encore moins un quelconque règlement de compte à l'endroit de qui que ce soit. Exactement. Nous nous efforcerons aussi à mériter votre confiance et votre fidélité. Ceux qui s'inscrivent dans le contre-courant de la trajectoire que nous nous sommes tracés et des objectifs et la rigueur que nous nous imposons, pour jouer notre partition dans l'édification, bien sûr, d'une Guinée unie, prospère et pleinement ancrée dans le principe du jeu démocratique, sont toujours les bienvenus aussi parce qu'il faut toujours la contradiction. Exactement. La démocratie, le socle, c'est la contradiction. Donc, nous vous faisons la promesse ferme de nous amender au fil des jours et mois qui suivront, avec à la clé des révélations croustillantes que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Alors, sans le devoir de critiquer, nous n'avons alors nullement le droit aussi de flatter quiconque. Nous n'avons d'ailleurs pas besoin de flatter les gouvernants, puisque c'est leur devoir régalien de toujours bien faire. Ce qui est bien fait, nous n'avons pas besoin de le dire, parce qu'ils sont là pour ça. C'est lorsque le contrat social qui lie les gouvernants au peuple n'est pas honoré que nous devons monter au créneau pour exiger la mise à l'heure des pendules. Exactement. Nous n'avons rien contre personne. Nous nous acquittons d'un devoir patriotique. Et pour écourter le temps de nos lives, au risque d'abuser de votre temps, que nous savons très précieux d'avance, nous allons nous employer désormais à structurer nos lives, tels que nous le faisons aujourd'hui, pour y éviter trop de répétitions. Nous avons fait des prises de notes désormais pour que le message soit propre et clair, sans animosité, sans passion. Et donc, comme je vous le disais donc, nous allons essayer de minimiser les temps morts et autres déchets dans nos propos. C'est donc l'union qui fait la force. Voilà la raison pour laquelle mon frère Fama et moi avons choisi de travailler en synergie d'action pour être plus fiables et efficaces. Et nous vous remercions de votre bien aimable attention. Et sans plus tarder, passons aux choses très sérieuses. Exactement. Et pour aborder le premier thème de notre entretien de ce samedi, portant sur le massacre du 28 septembre, mon frère Fama et moi voudrions vous assurer de notre ferme volonté de vous servir face à la lenteur enregistrée dans le traitement du dossier, une manière pour nous
d'éclairer les lanternes des parents des victimes, mais aussi et surtout celle de l'opinion nationale et internationale. C'est justement dans cette dynamique que nous allons décortiquer ce fameux dossier du 28 septembre à travers des épisodes que nous allons vous servir au fur et à mesure. Nous entamons ce feuilleton par l'épisode numéro 1 qui est celui de ce samedi que nous tenons présentement. Exactement. Nous voudrions d'avance remercier tous ceux et toutes celles qui sont en train de nous révéler de leur confiance en nous fournissant des informations cruciales en toute discrétion. Nous prenons l'engagement solennel de mériter leur confiance et de les protéger en tant que source d'information. Même au prix de notre vie, nous n'allons pas dévoiler nos sources, soyez rassurés. Je l'ai déjà fait en Guinée. Si je dévoilais mes sources d'information, je serais déjà en Guinée aujourd'hui, puisque c'était la demande que M. Alpha Condé m'a faite lorsque la délégation de mon village était venue le voir pour le laisser, pour qu'il me laisse retourner en Guinée. Il leur a dit deux choses, que je lui présente des excuses publiques et que je dise que ce sont des opposants qui m'ont fait dire des choses contre lui et qui n'étaient pas fondées. Et la deuxième chose, c'était, à un moment donné, comme il savait que j'étais un peu en difficulté à Dakar, en difficulté financière, alors donc, et j'étais malade, il a demandé aux intermédiaires, c'est-à-dire aux médiateurs entre lui et moi, que je puisse lui dévoiler mes sources en toute discrétion, qu'il ne fera du mal à personne. Il m'a proposé une enveloppe financière. Je crois que le consul de Guinée à Dakar est témoin, M. Condé, il peut témoigner. Et donc, c'est un ami à M. Alpha Condé parce que celui-ci vivait au Gabon et c'est lui qui était le premier responsable du RPG au Gabon. Et une fois à la retraite, il est rentré au Sénégal et puis M. Alpha Condé l'a nommé comme consul à l'ambassade de Guinée au Sénégal. Il peut vous dire beaucoup de choses, quand bien même que c'est le même M. Condé qui a piloté aussi l'opération qui consistait à me faire kidnapper à l'ambassade, dans les locaux de l'ambassade de Guinée au Sénégal, avec la complicité bien sûr d'une dame qui est morte, donc je ne vais pas réveiller les chats qui dorment. Alors, donc c'est pour vous dire que si je dévoilais mes sources, je serais revenu en Guinée aujourd'hui. Si j'avais présenté des excuses à M. Alpha Condé, je serais revenu. Donc ce n'est pas aujourd'hui que cette stratégie de M. Alpha Condé de demander aux gens de présenter des excuses a commencé. Ça a commencé par moi-même. Alors donc ça n'a pas commencé aujourd'hui et donc moi je ne le ferai pas. De toute façon, il faut savoir aussi que M. Alpha Condé est pris en otage. Il n'est pas quasiment responsable de tout ce qui se passe. C'est parce que c'est un système qui est là maintenant. Lui-même, il est pris en otage. Il ne peut plus s'en sortir. Il est pris par un système. Et là, il faudrait que nous commencions à nous tourner vers les piliers de ce système. C'est le système. Parce qu'on a compris que M. Alpha Condé lui-même, il est pris en otage par un système, des gens qui se positionnent déjà pour la succession. Il y a plusieurs clans déjà qui se battent pour la succession. Alors donc, je vous disais que nous ne livrerons jamais nos sources pour quelque motif que ce soit et nous éviterons également la corruption pour demeurer crédibles. Nous n'allons jamais nous laisser acheter. On va continuer la lutte pour mériter votre confiance. Alors, l'épisode numéro 1 aujourd'hui porte sur le massacre du 28 septembre. Alors, confortez votre position d'écoute parce que ce que je vais dire, sincèrement, je ne sais pas, c'est ahurissant, c'est pathétique. Alors, je disais que dans notre précédent live, nous vous avons tenu en haleine quant à l'emplacement de la plus grande fosse commune située à Faban, derrière la piste d'atterrissage de l'aéroport international de Conakry-Bessia. Après cette première révélation, nous avons été contactés par d'autres militaires patriotes, témoins oculaires des faits, pour nous filer certaines précisions de taille. Là-dessus, faut-il préciser que l'actuel ministre de la Santé et un certain Edouard Théa, actuellement en poste dans une ambassade de Guinée à l'étranger, tous deux très proches du capitaine Dadis et de M. Papakoli Kourouma au moment des faits, sont profondément impliqués dans cette histoire de charnier formé de camions appartenant au richissime homme d'affaires KPC, mais conduits par des militaires pour drainer plusieurs centaines de corps vers des fosses communes dont la plus grande est située derrière la piste de Bessia. Un charnier, ce sont des camions. Lorsqu'il y a massacre dans un pays, lorsqu'il y a la répression sanglante, meurtrière d'une manifestation dans un pays, comme cela est régulier en Afrique, donc un charnier, ce sont les véhicules remplis de cadavres qu'on cache aux gens et puis qu'on va jeter. C'est ce qu'on appelle charnier. Exactement. Alors donc les autres ont été, ils ont pris un échantillon de 157 ou 156 personnes. Donc les corps ont été exposés à la mosquée Faisal. Alors que ça ne constitue peut-être que le quart
du nombre de personnes tuées. Donc les autres ont été ensevelis dans des fosses communes, les autres ont été jetés dans la brousse, d'autres dans la mer. Ouais. Alors, donc notre source continue à nous dire que les véhicules appartiennent bien sûr à M. KPC, mais que c'était conduit par des militaires. Et c'est justement même cet argument que M. KPC a développé devant les enquêteurs, en disant qu'il ne pouvait pas refuser parce que c'est le président de la République d'alors qui lui demandait de mettre à la disposition de l'armée pour une mission d'État. Donc qui n'avait aucun droit, il ne pouvait pas, mais que ce ne sont pas ses chauffeurs non plus, ce ne sont pas son chauffeur non plus qui ont conduit les véhicules. Voilà, donc c'est l'excuse qu'il a voulu trouver, sans oublier que il est déjà complice, même s'il est passif, mais il est complice quelque part parce que ce sont ces camions qui ont servi à cacher des corps. Exactement. Ça, c'est une complicité, même si elle est passive. Et il savait naturellement que, voilà, on empruntait les camions pour transporter des corps. Voilà. Ouais. Alors, donc, selon nos informateurs, il existerait bien d'autres sites de fosses communes. Donc, ce n'est pas seulement Faban, qu'il y a bien d'autres, 2 ou 3 comme ça. Ouais. Alors, donc, mais comme dans un premier temps, il fallait dégager toute la grande quantité là, parce que Dadis ne voudrait pas aussi que tous les militaires soient au courant. Bien sûr. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pouvaient témoigner s'il y avait beaucoup de personnes qui étaient au courant. Donc, ils ont géré ça dans un cercle très restreint. Alors, donc cette information pourrait déjà guider les enquêteurs de la CPI quant à dire qu'il y a une fosse à Faban et qu'il y a 3 autres ailleurs, d'autant plus que nous allons vous donner certains noms de personnes qui étaient impliquées dedans, tels que l'actuel ministre de la Santé, tels que M. Edouard, ils sont tous vivants, quand bien même on a presque éliminé le général Toto aujourd'hui, Toumba aussi est en train d'être éliminé à petit feu, tous les témoins sont en train d'être éliminés finalement, l'ancien intendant de l'armée, aussi M. Paclé, il est éliminé aussi, il faut le dire comme ça. Alors donc tous ces témoins ou bien tous ces acteurs du massacre du 28 septembre sont en train d'être éliminés petit à petit, un à un. Alors donc, il suffit tout simplement qu'il y ait la moindre volonté politique de procéder au dénouement de l'affaire portant sur les tristes événements du 28 septembre pour que la vérité soit connue, parce qu'il y a encore des acteurs qui vivent. Nos sources révèlent qu'après le massacre au stade du 28 septembre et la réquisition des camions de KPC, les corps de ceux qui sont déclarés portés disparus ont été d'abord transportés au camp Samori avant de décider de ce qu'il fallait en faire, le capitaine Dadis ayant refusé que les corps soient admis au camp Alpha Yaya qui servait de siège au CNDD. Donc quand il y a eu le massacre, Dadis leur aurait dit, vous envoyez de l'autre côté le temps qu'on prenne une décision. Mais comme le camp était très fréquenté à l'époque par tout le monde, parce que tout le monde se rabattait vers le camp Alpha Yaya qui était le siège du CNDD, donc il a demandé à ce que les corps soient envoyés discrètement au camp Alpha Yaya. Pour ne pas que ça pourrit, et que on sente des odeurs désagréables, quoi. Donc, en envoyant les corps au camp Alpha Yaya, il aurait eu trop de témoins et les risques de fuite étaient inévitables sur le nombre effrayant et effroyable, je voulais dire, effrayant et effroyable de victimes. Il y a eu plus de 500 personnes portées disparues. Imaginez, 500 personnes. Et officiellement, ce sont des sources militaires qui nous disent. Alors, donc, des personnes déclarées disparues, mais qui ne sont pas disparues. On sait où ils sont, où elles sont. Alors, donc, les 100 et quelques corps présentés aux parents des victimes ne représentent que le quart du nombre total de personnes tuées ce 28 septembre très sombre. Au niveau du camp Samori également, ce n'étaient pas tous les militaires qui avaient accès au corps qu'on a dissimulé. On craignait toujours la fuite. Les 2 camions charniers dont le contenu a été déversé dans la fosse commune de Faban ont été discrètement stationnés dans un premier temps dans l'enceinte de l'ancienne résidence de feu général Lansana Conté et placés sous le contrôle d'Edouard Théa. Alors, donc quand on a fini de remplir ces 2 camions, ils sont allés les stationner, pas sur la place du camp, ils sont allés dans la résidence de l'ancien président de la République, Lansana Conté, qui est très sécurisé, et donc qui n'était pas accessible à tout le monde, que donc c'est là-bas que les camions ont été stationnés, le temps que les fossoyeurs finissent de creuser la fosse commune derrière la piste. Derrière la piste, donc, de Faban. Donc c'est quand tu étais prêt pour ne pas que le véhicule traîne, et que derrière Faban, parce qu'il y a des riverains qui pouvaient aussi les surprendre,
Donc, il fallait s'assurer que tout est prêt. Et la nuit, maintenant, ils sont allés déverser. Donc, les corps n'ont pas été déversés la journée. C'est très tard dans la nuit. Donc, le temps d'attente, les corps étaient à la résidence de Lansana Conté. L'ancienne résidence de Lansana Conté, qu'ils ont sécurisée. Et ce n'est pas tout le monde qui avait accès lorsque les 2 camions ont été stationnés là. Et donc, ces 2 camions étaient placés sous le contrôle de M. Edouard Théa, qui est actuellement en poste en Angola, au niveau de l'ambassade de Guinée. Alors, et puis, donc ce n'est pas tout le monde qui avait accès aux 2 camions. Bien sûr. Selon toujours nos sources militaires qui étaient présents aussi sur place. Donc, le ministre de la Santé d'alors, le colonel Chérif Gabi, était allé voir les corps dans la cour de l'ancienne résidence du général Lansana Conté en déclarant ceci. Je cite ce que le ministre a dit. Personne ne vous a dit d'aller au stade. Vous vous êtes entêté et voilà le résultat. Fin de citation. Après avoir prononcé ces mots, le ministre, en guise de moquerie, avait même craché sur certains corps et donné des coups de pied à d'autres corps. Voilà. Donc, il est venu, tellement il est content, mission accomplie, il crache sur des corps et il avait donné encore des coups de pied à d'autres. Ok. Alors, c'était en présence aussi de M. Cheikh Sidia Diabaté, qui vit. Et je vais vous montrer tout de suite M. Cheikh Sidia Diabaté, qui était le responsable à l'époque des services de renseignement de l'armée. Et donc, lui aussi, il était présent ce jour. Il était présent lorsque le ministre agissait de la sorte, sauf que il n'a pas voulu... voilà M. Cheikh Sidia. Le voilà. C'est lui. M. Cheikh Sidia Diabaté. C'est ce dernier-là. Voilà. Donc, c'était lui qui était chargé des services de renseignement de l'armée à l'époque. Et il a assisté à toutes les opérations. C'est curieux que lui, il ne soit pas inculpé aujourd'hui. C'est curieux qu'il ne soit pas inquiété. Alors qu'il a beaucoup d'éléments, il a beaucoup d'informations à fournir. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'interpeller. D'autant plus que il est en vie. Il n'a rien et il est là. Alors donc, le ministre a prononcé ces mots sans que M. Cheikh Sidia Diabaté ne s'en émeuve. Il était en ce moment chef de service de renseignement militaire de l'époque qui ne s'est même pas indigné suite à l'attitude païenne de M. Diaby. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé sur les charniers cachés dans l'enceinte de la résidence du feu général Lansana Conté et connaître l'emplacement exact de la fosse commune qui a accueilli ces 2 camions à Faban, parce qu'on sait que c'est à Faban, mais on ne connaît pas l'emplacement exact. Pour le connaître aujourd'hui, on a donné des noms déjà. Si le gouvernement veut, si la CPI veut, ils peuvent déjà traquer M. Cheikh Sidia Diabaté, ils peuvent traquer l'ancien ministre de la Santé, ils peuvent traquer l'actuel ministre de la Santé, qui était impliqué dans ce charnier. Exactement. Voilà, donc les 3 personnes, ils connaissent parfaitement où se trouvent les choses. Alors, ce sont les corps moins déchiquetés, parce que là, vous savez qu'ils ont tiré sur la population comme si c'était des gibiers. Bien sûr. Alors, donc, il y a des corps qui étaient complètement déchiquetés. Donc, les corps qui étaient moins déchiquetés et n'ayant pas trouvé de place dans les camions stationnés chez le général Lansana Conté qui ont été emballés, donc ce sont les corps qui n'étaient pas déchiquetés, qui ont été emballés par le général Rémy et son équipe, qui ont été bien emballés pour éviter toute suspicion. Et certains ont été embarqués dans des hélicoptères et jetés en mer, d'autres jetés dans la nature. Et il y a eu aussi d'autres personnes qu'on a ramassées après. Donc quand les gens ont vidé les lieux, dans un premier temps, il y a eu un premier ramassage. Il paraît qu'il y a eu un deuxième ramassage de corps. Ces corps-là maintenant aussi sont dans d'autres fosses communes. Il y a même un riverain qui nous a encore envoyé vers la piste de, je ne sais pas si c'est Matoto ou en tout cas quelqu'un qui a indiqué des trucs comme ça. Donc, mais si on met la main sur ces personnes-là aujourd'hui, c'est très facile que toutes les fosses communes soient identifiées. Alors, je continue. Il ne fallait pas associer, c'est-à-dire que dans l'entendement de M. Dadis, il ne fallait pas associer trop de militaires à cette opération de dissimulation et d'ensevelissement de corps. Donc, il n'y avait que des hommes de confiance du capitaine Dadis, histoire de ne pas livrer les vraies statistiques du massacre et les emplacements exacts des fosses
commune. On continue. En ce qui concerne l'identité des tireurs, voilà. Là, on sait maintenant les personnes qui ont géré les charniers, mais les tireurs aussi. Ceux qui ont tiré. Voilà, parce que on peut considérer que ceux qui ont géré les charniers n'ont géré que après la tuerie. Après la tuerie, c'est la conséquence. Bien sûr. Donc, il y a le principe de causalité. Bien sûr. La cause d'abord, ça, c'est ceux-là qui ont massacré. Les autres étaient appelés à gérer. Donc, c'est l'effet. Alors, maintenant, les vrais tueurs, eux aussi, on a des indices qui peuvent permettre aujourd'hui à la CPI et aux autorités guinéennes, s'ils ont la volonté, de bien sûr mettre la main sur les tireurs, parce que pour aller tirer comme ça, il faut une réquisition. Bien sûr. Et quand la réquisition est signée, le nombre de personnes aussi est connu qui opèrent. Il y a une liste par unité. La gendarmerie a sa liste, la police a sa liste. Même les armes qui sont remises aux personnes sont numérotées et consignées dans un registre. Évidemment. Donc tout est connu. Tel avait telle arme pendant telle opération, tout est planifié et l'opération est placée sous la responsabilité d'un officier supérieur de l'armée. Alors, donc, tout est identifié. Même les armes qui ont été utilisées à l'intérieur du stade sont identifiables. C'est identifiable. Donc, nous donnons un repère aussi, des indices aussi aux autorités guinéennes. S'ils veulent satisfaire les parents des victimes, ils peuvent aller dans cette trajectoire. Donc, en ce qui concerne l'identité des tireurs à l'intérieur du stade, faut-il préciser que c'est le lieutenant-colonel Fantamadi Touré, commandant du GIR, groupement d'intervention rapide au moment des faits, qui est celui ayant piloté les tueries perpétrées contre les civils aux mains nues dans l'enceinte du stade. C'était lui le boss. GIR, ça veut dire groupement d'intervention rapide. Rapide, oui. Voilà, donc, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, que ce soit l'armée, tous étaient placés sous son contrôle parce que c'est lui qui pilotait les opérations de tuerie. Bien sûr. Donc, comme on connaît déjà le chef des services, celui qui a piloté les opérations, c'est lui qui était là en ce moment, à ce poste. Il est censé connaître tous les éléments, unité par unité, personne par personne, arme numéro par numéro. Donc, il est vivant. Moi, je crois que le problème était très simple. Il suffit aujourd'hui de mettre la main sur lui pour qu'il dise quelles sont les personnes qui ont été déployées dans le stade le 28 septembre. Ils peuvent pas, on ne peut pas mettre la main sur lui parce que ce dossier, c'est le dossier le plus lourd de la Guinée. Alors, je vais vous montrer aussi, monsieur Fantamadi Touré, le lieutenant-colonel. Voilà le lieutenant-colonel Fantamadi Touré. Voilà. Vous avez la photo du monsieur. Voilà, vous avez la photo. Voilà. Donc c'est très facile. C'est très facile aujourd'hui pour le gouvernement, pour les autorités guinéennes. Pour les autorités guinéennes, s'ils ont vraiment la volonté de satisfaire les parents des victimes, ils ont toutes les pistes. Évidemment. Si toi et moi nous le savons aujourd'hui, monsieur, le gouvernement le sait. Bien sûr, le gouvernement le sait. C'est qu'il y a un manque de volonté politique. Il y a un manque de volonté. Sinon, s'il y a aujourd'hui la moindre volonté politique, les gens sont là, les coupables sont là. Il suffit aujourd'hui d'ouvrir le procès. Exactement. Ou bien de passer le dossier à la CPI si la Guinée n'a pas les moyens. Non, mais on ne peut pas passer les dossiers à la CPI. Comment tu veux? De toute façon, s'ils ne veulent pas. Ouais. Ok. Alors, donc je disais que c'est le lieutenant-colonel Fantamadi Touré, commandant du GIR, groupement d'intervention rapide au moment des faits, qui a piloté donc les tueries perpétrées contre des civils aux mains nues dans l'enceinte du stade. Donc, il détient la liste exhaustive de tous les hommes en uniforme qui ont été réquisitionnés pour cette opération, comme c'était lui le coordonnateur des opérations dans l'enceinte du stade. Quant au colonel Kebro, c'est celui-là qui avait appelé Papakoli Kourouma après la rencontre entre Jean-Marie Doré et Dadis Camara pour dire ceci à Papakoli, qui était déjà en Zérékouré en compagnie du général Sekouba. En fait, lorsque l'opposition a vu qu'ils risquent d'aller, on appelait les forces vives, lorsque les forces vives ont vu qu'ils allaient aller au bras de fer avec les autorités de la transition, ils ont envoyé l'ancien premier ministre Jean-Marie Doré vers Dadis parce qu'ils ont le même patois. Alors, et Dadis a un respect religieux pour ses aînés. Donc, on a estimé qu'un doyen de la région forestière pouvait le canaliser. Donc, c'est ainsi que Jean-Marie Doré était allé vers lui.
Les acteurs du 28 septembre, ils sont à l'écoute. Ouais. Il y a des gens qui vivent, si je raconte des bêtises, ils le savent. Jean-Marie aussi me l'a expliqué dans une émission exclusive sur Planète FM, lorsque j'étais directeur général de Planète. Je l'ai reçu là-bas, il a tout expliqué. Donc, c'est lui, parce que Dadis avait beaucoup de considération pour lui, qui a été délégué par les forces vives pour aller tenter de le dissuader. Donc, il a demandé deux choses au président Dadis. D'accepter d'abord que la manifestation se passe le 28 septembre, et que ça se passe encore dans l'enceinte du 28 septembre. Ce que Dadis ne voulait pas. Dadis leur a dit, choisissez un autre lieu et choisissez une autre date parce que cette date est une date repère. Et Jean-Marie Doré me l'a dit dans les studios de Planète FM, qu'il a convaincu Dadis. Il a dit à Dadis, écoutez mon fils, c'est quand vous reprimez une manifestation qu'il y a des bruits. Mais si vous laissez les gens manifester tranquillement, moi je vous donne la garantie que nous n'allons pas gâter quoi que ce soit. Il n'y aura pas de violence. Nous allons maîtriser nos militants. Nous allons leur dire d'être pacifiques. Donc, ils vont jouir de leurs droits civiques, de leurs droits de citoyens, sans pour autant casser quoi que ce soit. Nous vous donnons la garantie. Constitutionnel même. Nous vous donnons la garantie qu'il n'y aura pas de heurts, il n'y aura pas de casse. Dadis a dit, bon, comme tu le dis, s'il y a casse, je te prends toi. Jean-Marie s'est engagé. Il a dit, il n'y a pas de souci, tu peux me faire confiance. Il dit, mais Dadis lui a dit, je vous ai dit dans l'émission passée que Dadis avait très peur de Papa Koli. C'est son frère, c'est son cousin. Donc il a dit, bon, moi je suis d'accord, mais discutez de ça d'abord avec papa. Mais papa est en train de... Dadis lui a dit, papa est en train de partir en Zérekoré avec le ministre Sekouba Konaté. Ils vont en mission. Alors, Jean-Marie m'a dit qu'il est allé expressement trouver papa sur le tarmac qui voyageait. Et donc, il a dit à papa, je viens de voir Dadis. Il m'a dit de venir te voir. Lui, il est d'accord que nous organisions notre manifestation le 28 et que, il suffit que je vienne vous voir, que vous donniez votre accord. Alors, ce qui veut dire que Général Toto n'a pas menti. Exactement. Parce que si Dadis renvoie déjà Jean-Marie Doré vers Papa Koli qui était en instance de voyage pour demander à ce que Papa Koli donne son accord, et Papa Koli a été très virulent. Et vous savez, l'histoire entre Jean-Marie et Papa Koli. Bien sûr. Papa Koli était l'adjoint de Jean-Marie Doré dans son parti, l'UPG. Il était l'adjoint, secrétaire général. Et c'est lorsqu'il s'est agi de former un gouvernement d'union nationale, c'est Jean-Marie Doré encore qui a envoyé Papa Koli comme ministre. Vous comprenez? Je vois bien. C'est lui qui l'a proposé au nom de son parti. Et donc, depuis l'heure, l'ascension a continué pour Papa Koli. Il est dans tous les gouvernements et avec tous les dirigeants. Bien sûr. Voilà. Alors, donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et Papa Koli a dit, on va d'abord dire ce que Kegro a dit à Papa Koli. En fait, Papa Koli était sur le tarmac, il est parti. Jean-Marie l'a trouvé. Il a dit à Jean-Marie, si vous sortez, on va vous massacrer. Papa Koli a dit, non, le président a donné son accord. Il dit, ça n'engage que lui. C'est moi qui te dis, si vous sortez, on va vous massacrer. Et effectivement, ils ont massacré. Rien qu'à cause de ces mots, Papa Koli est poursuivable. Bien sûr, bien voilà. sûr. Et c'est à cause de ça qu'il est inculpé. Parce que d'abord, il a désobéi le président. Ok. Il a pris une décision à lui seul. Et il était avec le ministre de la Défense, qui n'a rien dit. Voilà. Donc lui, il se croit tout permis. C'est quoi, il est très intelligent. Il n'a rien dit. Il a vu Jean-Marie discuter avec Papa Koli. Il n'a rien dit. Sekouba est là, je vis avec lui, on se fréquente, c'est un ami. On se fréquente, il peut me démentir. Il a vu Papa Koli discuter avec Jean-Marie Doré, mais il ne s'est pas intéressé. Et il faut décortiquer un peu. Oui, je sais. Sekouba était ministre de la Défense. À l'époque. Papa Koli est ministre de l'Environnement. Ministre de l'Environnement. Le plus puissant. Exactement. Voilà. C'est cette précision-là. Donc, lorsque Papa Koli est arrivé en Zérekoré et que Dadis est dit à l'autre là de sortir, après il a appelé maintenant Kegro pour dire à Kegro, bon, je me suis entendu avec Jean-Marie Doré, ne tirez pas sur les gens, encadrez la manifestation, laissez-les manifester, ne tirez sur personne, et chose. Kegro sort maintenant du bureau de Dadis, pas content, parce que Dadis ne veut pas la répression. Voilà pourquoi Kegro aussi est inculpé. Il sort, il appelle Papa Koli, qui est déjà en Zérekoré. Voilà ce qu'il a dit à Zérekoré, à Papa Koli. Monsieur le ministre, il faut que vous appeliez votre frère Dadis. Il vient de faire preuve d'une grosse naïveté en acceptant la tenue de la manifestation à la date historique du 28 septembre et au stade du 28 septembre. Il a donné des ordres de ne pas réprimer la manifestation, oubliant que celle-ci pourrait attirer l'attention de la communauté internationale, capable de nous mettre la pression pour céder le pouvoir aux civils.
Le président a été convaincu par Jean-Marie Doré, qui lui a dit que si Dadis laissait les forces vives tenir leur meeting à la date et au lieu prévu, que le président aurait fait montre d'un vrai démocrate qui sera apprécié par la communauté internationale. En outre, Jean-Marie Doré a pris l'engagement que tout se passera dans les meilleures conditions et que les militants et sympathisants des forces vives ne commettront aucun acte de violence ou de casse. C'est être naïf de croire aux propos de Jean-Marie. Fin de citation. C'est ce que Keburo a dit à Papa Koli. On est d'accord? Oui, bien sûr. Et je vais vous dire autre chose parce que cet entretien téléphonique s'est passé, encore le ministre de la Défense était là. Il n'a rien dit. Toujours, c'est Kouba. Toujours, il n'a rien dit. Ouais. Ok. Il a été très intelligent dans cette affaire. Ouais. Bon, je ne sais pas si ça c'est intelligent ou pas. Respectueux en plus. Bah, mais il a été très stratégique. Ouais. Voilà. Il a été très stratégique. En réponse aux explications de Tchéboro, Papa Koli déclara. Voilà ce que Papa Koli a répondu à Tchéboro. Avant mon départ de Conakry, Jean-Marie m'avait rejoint sur le tarmac de l'aéroport. En présence du ministre de la Défense qui m'est témoin, je lui ai dit que le contenu de son entretien avec Dadis n'engage ni le gouvernement ni le CNDD et que s'il sortait, on allait les massacrer puisque Dadis ignore la gravité de cette entente entre lui et Jean-Marie Doré. Jean-Marie veut le tourner dans la farine et puis faire récupérer le pouvoir par les civils. Je vais appeler le général Toto pour lui demander de signer la réquisition afin que la manifestation soit reprimée au cas où ces faux leaders s'entêteront d'organiser leur meeting de provocation à une date historique et au stade du 28 septembre. Voilà. Il les appelle faux leaders. Ouais. Donc il va appeler Toto. Parce qu'en pareille circonstance, c'est le président de la République qui peut signer en tant que, comment on appelle ça, commandant en chef des forces armées, qui a le pouvoir de signer la réquisition, mais par délégation de pouvoir, quelqu'un d'autre peut le faire. Et à l'époque, Toto était ministre d'État, ministre de la Sécurité, numéro 2 du CNDD. Et en grade, il était plus ancien encore que Sekouba. Ouais. On est d'accord? Alors donc, voilà ce que Keburo a dit. En réponse, donc, Papa Koli, je viens de vous dire que Papa Koli leur a dit que Dadis lui a proposé de choisir une autre date et un autre lieu. Il a refusé. Donc, Jean-Marie Doré cache quelque chose derrière la tête. Son groupe de leaders et lui-même nous trouverons sur leur chemin. Ouais. Voilà ce que Papa Koli a dit. Alors, à peine qu'il a raccroché Keburo, au téléphone, Papa Koli a alors appelé le général Toto avec un numéro masqué. C'est là-bas le problème. Tu sais, à l'époque, tu peux masquer ton numéro pour faire un appel et puis tu enlèves encore. Bien sûr. Voilà. Même alors, aujourd'hui, on peut le faire. Ok. Donc, il a masqué son numéro pour appeler le général Toto. Donc, c'est par sa voix que le général Toto l'avait reconnu. Il avait alors instruit le général Toto de signer la réquisition de l'armée au motif que Dadis est naïf. Ainsi dit, ainsi fait. C'est ainsi que l'armée a reçu l'ordre de réprimer la manifestation dans le sang. La suite, vous la connaissez tous. Et face aux enquêteurs de la CPI, lorsque Papa Koli a été invité, je vous ai expliqué ça la semaine passée, il a tout nié. Et donc, on a demandé maintenant au général Toto, comme Papa Koli est en train de tout nier, il a dit d'abord, vous êtes civil, vous êtes militaire, vous avez quel grade, vous êtes numéro 2 du chose, moi je suis quoi, tout ça là. Après maintenant, il a dit au gars, monsieur, est-ce que vous voyez avec tout ce qu'il a comme titre, moi ministre de l'Environnement, lui donner un ordre à exécuter. Vous me voyez donner ça à un officier supérieur de l'armée. Donc, dès qu'il a nié tout ça, les enquêteurs sont allés sur une autre piste. On a demandé au général Toto ce qui suit. Alors donc, ainsi dit, ainsi fait, c'est ainsi que l'armée a reçu. Donc, et face aux enquêteurs donc, de la CPI, lorsque Papa Koli avait nié d'avoir donné des instructions au général Toto, les enquêteurs ont posé la question de savoir si la communication entre Toto et Papa Koli s'était passée via des radios de transmission de l'armée ou le téléphone. Le général Toto a répondu que c'était au téléphone. Papa Koli, sachant que son numéro était masqué, a demandé au général Toto de communiquer le numéro de téléphone par lequel il l'avait appelé. Le général Toto a déclaré que le numéro était masqué. Il a dit, bon voilà, je vous dis qu'il est en train de raconter des mensonges. Donc, parce qu'il est censé avoir mon numéro. Donc, c'est pas vrai, c'est pas moi. Et quand il a dit ça, ensuite, les enquêteurs, parce qu'ils sont autorisés d'aller vers les opérateurs de téléphonie pour prendre le listing, le répertoire des appels. On appelle ça l'historique. Alors donc, ensuite, les enquêteurs ont demandé la date et l'heure de la communication. Effectivement, le général Toto a été très attentif. Il a donné environ l'heure à laquelle il a été appelé. Et puis, son numéro qu'il utilisait à l'époque, il a donné.
Et les enquêteurs se sont rapprochés de l'opérateur de téléphonie. Effectivement, ils ont sorti l'historique de ces appels. Ouais. Effectivement, à cette date, ils ont trouvé que là, ce qu'il a dit est vrai. Ouais. Et le nombre de minutes même qu'il a donné aux enquêteurs était approximativement, parce qu'il a dit qu'environ, ils ont eu 10 à 15 minutes comme ça au téléphone. Et c'était approximativement la même chose. Ouais. Donc, ensuite, les enquêteurs ont demandé, effectivement, à travers les indications fournies par le général Toto, les enquêteurs ont procédé à l'impression de l'historique des appels du général Toto à la date indiquée et se sont rendus compte de la mauvaise foi de Papa Coly. Voilà. Donc, les enquêteurs se sont rendus compte de... Parce qu'il peut masquer, hein, mais l'opérateur peut donner le numéro. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors, donc, ils se sont rendus compte de sa mauvaise foi. Ouais. Et donc, c'est ainsi que Papa Coly a été inculpé par les enquêteurs. Il a tout nié, mais à partir de là, il ne pouvait plus. Ouais. Parce que là, les enquêtes auprès des opérateurs de téléphonie ont prouvé que, effectivement, il avait appelé le général Toto à cette date et à l'heure indiquée par feu général Toto. Avec un numéro masqué. Avec un numéro masqué. Donc, Kebro aussi a été également inculpé. Je vous ai expliqué tout de suite que c'est lui qui était derrière. Et pour la petite anecdote qui va vous faire rire sûrement, comme je vous disais tout de suite, que le général Sekouba El Tigre, donc comme on aime l'appeler, il est un vrai militaire. Hein, et il s'est mis à l'écart de cette affaire. Il a été très stratégique. D'abord, quand il a vu qu'il y aura massacre, il a pris son avion, il est allé en forêt, en mission. Et ensuite, toutes les tracasseries, les tractations pour réprimer tout ça là, il s'est mis à l'écart. Aujourd'hui, je ne dis pas que il n'est pas inculpé, mais ce sera peut-être, il va comparaître à titre de témoin. Ouais. Ou bien peut-être comme il était ministre de la Défense au moment des faits, je ne sais pas trop. Mais comme ce n'est pas lui non plus qui a signé la réquisition, ça peut être un peu compliqué. Ouais. Et donc, pour la petite anecdote, une de nos sources nous a confié que Toumba est une victime innocente parce que c'est bien Toumba qui a pris la responsabilité sur lui de procéder, de protéger les leaders. En fait, lors d'une conversation à Dakar avec Toumba, lui et moi, on était à Dakar ensemble, on se rencontrait à la fabrique artisanale de Sandaga, chez un ami, et donc il m'a dit ça, il m'a dit que Dadis était dépassé par l'ampleur des événements, et qu'il était très proche de Dadis au moment des faits, et que lui, Toumba, alors il a réalisé que l'assassinat des leaders pouvait énormément coûter cher à Dadis. C'est ainsi qu'il a protégé les leaders. Et les leaders, moi-même, le président Chelou m'a dit que Dadis les a protégés. Non, eux-mêmes, ils ont fait. Ils l'ont dit. Voilà. Les leaders ont dit que Toumba les a protégés. Ils ont tous reconnu que Toumba les a protégés. Que nous étions Toumba, ils seraient tous morts. Ils seraient tous morts. C'est Toumba qui s'est interposé à l'équipe de Kebro. Voilà, pour les protéger. J'ai eu Toumba, il me l'a dit de vive voix. Et c'est pour cela que Toumba dit que pour qu'il parle, il faut que les frontières soient fermées. Pour qu'il parle. Voilà. Donc on a passé 3 ans ensemble à Dakar, je ne peux pas tout dire, parce qu'il est d'abord en prison, je ne voudrais pas l'enfoncer, mais si Toumba parle, là, ce serait mauvais. Mais ce qu'il faut savoir d'abord, si Khalil, le général de Mathias Tambaleno, le groupe de Mathias a été liquidé rapidement, ben, qu'est-ce qui va empêcher Alpha Condé de liquider Toumba s'il demande également qu'on ferme toutes les frontières? Voilà. Et une autre source encore révèle que Papa Coly avait appelé le général Toto pour lui demander de signer la réquisition et que Papa Coly était assis côte à côte avec le général Konaté. Je vais vous faire rire. Et lorsque Papa Coly a voulu remettre le téléphone au général Sekouba pour que celui-ci l'appuie pour donner des instructions au général Toto, le général Sekouba aurait répondu en ces termes. Il a dit, bon, en général, comme tu es là, tu peux lui parler. Hein. Le général a dit, papa. Il a dit, papa. Ça, réglez ça entre vous. Moi, je suis numéro 3 du CNDD. Toto est numéro 2. Je ne peux pas m'arroger le droit de lui donner des ordres, d'autant plus que même en grade, il est plus ancien que moi. Toi, tu es civil, tu peux le faire. Moi, je me dois de respecter les règles militaires. Ouais. Voilà, c'était la réponse de ce roi. Il a dit, réglez ça entre vous, papa. Réglez ça entre vous. Donc, ayant été rusé, voilà aujourd'hui le général Sekouba n'est nullement inquiété dans cette rocambolesque affaire. Non seulement il a intelligemment quitté Conakry la veille des exactions, mais il a également refusé toute implication à distance alors qu'il était le ministre de la Défense. Donc le général Sekouba vit actuellement en France, on se voit régulièrement comme je l'ai dit lui et moi, donc il peut me démentir si besoin en était. Ce que je dis c'est parce que je suis conscient que ça s'est passé. Bien sûr. Voilà, il peut me démentir si besoin en était. Et moi-même je peux passer le démentir. Voilà, c'est pour vous dire que ce que je dis il est réel.
À présent, la justice guinéenne ne se bouge pas et les autorités guinéennes se refusent à transmettre le dossier à la CPI. Les personnes officiellement inculpées continuent d'occuper de hautes fonctions dans l'administration civile et militaire guinéenne. Pendant ce temps, les parents des victimes souffrent énormément dans leur chair. Et, chers amis, chers auditeurs, nous y reviendrons prochainement avec plus de détails sur ce dossier. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, vous allez partager au maximum la vidéo parce qu'on a encore 2 autres sujets à débattre, si le temps nous permet. Et voilà, je pense que vous avez beaucoup plus d'informations sur ce dossier du 28 septembre. Mais on ne s'arrête pas là. Ça continue, l'information, ça continue. Nous continuons de chercher aussi les informations. Donc, partagez au maximum la vidéo, au maximum. Et mettez des cœurs, likez la vidéo. Nous allons entamer le 2e sujet. En attendant, voilà, écoutez notre grand-père Sori Kanja. Maximum de partage. Maximum de partage. Martin. Voilà. Alors les amis, nous allons entamer le 2e sujet qui est la gestion calamiteuse du directeur de la médecine du travail. Alors Mandian Sidibé, que pouvez-vous nous dire par rapport à cette gestion calamiteuse de ce directeur de la médecine du travail? Alors, la médecine du travail, dans l'exécution de ses missions régaliennes, reçoit donc chaque année et obligatoirement les travailleurs des entreprises pour leur visite médicale. Et pour ce faire, les employeurs, c'est-à-dire les entreprises, payent de fortes sommes à la Direction générale de la médecine du travail. Même en Europe, ici, ça se fait. Bien sûr. La médecine du travail, c'est l'employeur qui paye. Exactement. Voilà. Et donc, moi, j'ai été faire. Tu l'as fait. Tu ne peux pas travailler en Europe sans avoir passé ta visite médicale. Il le faut. Oui, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Aucune entreprise ne va te prendre. Non. Et c'est même une obligation. Bien sûr. Voilà. On voit l'exemple frappant sur les footballeurs. Voilà. Avant de signer, tu passes d'abord faire ta visite médicale. C'est obligatoire. Partout. Alors donc, mais c'est payé par l'employeur. Et c'est des fortes sommes parce que les entreprises versent donc à la Direction générale de la médecine du travail. Et donc, ce montant se chiffre à des milliards de nos francs glissants par an. Et donc, comme le directeur général, M. Ansoumane Mara, est un militant fiefé du RPG, il gère la direction de la médecine du travail comme bon lui semble, avec la complicité, bien entendu, du ministre de la Santé, encore le même général Rémi Lama, lui-même. Ensuite, la complicité encore de la grande directrice administrative du ministère de la Santé, qui n'est autre que Dame Kadiatou Ba. Voilà. Parce que toutes les ressources du ministère sont gérées par elle. Exactement. Et donc, voilà les 2 complices du directeur de la médecine du travail. Et quand on dit Dame Kadiatou Ba, c'est pas la peine de rentrer dans ça. On va pas revenir sur ça. On est aujourd'hui sur sa gestion. Sa vie privée, on met ça de côté. On est aujourd'hui sur sa gestion. La personne ne peut nous empêcher d'en parler. Bien sûr. Ok? Alors, donc, chaque année, l'argent là est géré donc par le directeur et ses complices. Le chef comptable ne voit absolument rien sauf les chiffres qui passent devant lui parce qu'on a fait croire au chef comptable que ces montants sont directement versés dans un compte pour un registre de souveraineté nationale à la présidence de la République. Donc, les dépenses de souveraineté, que ce montant est alloué aux dépenses de souveraineté. Il y a un budget à la présidence pour les dépenses de souveraineté. Et en cas d'urgence, je crois que c'est le ministère du budget qui peut faire des prêts. Je ne suis pas économiste, mais qui peut faire des prêts auprès de la Banque centrale. Exactement. Donc, s'adresser directement, la présidence s'adresser à un service comme ça, directement pour lui demander de l'argent, ça me semble invraisemblable. Les services de régie, pour demander de l'argent directement à la présidence, ils peuvent le faire peut-être avec la douane, ils peuvent le faire avec les impôts, mais je ne vois pas comment est-ce que la présidence pourrait demander de l'argent à la médecine du travail.
Alors, c'était un moyen déguisé de ne pas impliquer ses collaborateurs et de tout bouffer. Mais sauf que les travailleurs sont sans salaire pendant ce temps. Ouais. Voilà. Alors donc, pendant avant l'arrivée, combien de mois? pendant combien de mois? Voilà. Avant l'arrivée de M. Ansoumana Mara, donc, la gestion était transparente et on affichait la liste des personnes des entreprises programmées. Donc, chacun pouvait se faire une idée de la manne amassée, et non seulement, les salaires aussi étaient régulièrement payés. Mais depuis l'arrivée de M. Ansoumana Mara, c'est un véritable calvaire que vivent la vingtaine de contractuels, infirmiers, médecins et biologistes employés par la direction de la médecine du travail. Exactement. Même le directeur adjoint est mis à l'écart de la gestion des ressources du service. Le directeur adjoint, selon nos sources, ne signe que des certificats médicaux et les permis pour les petits jetons. Ouais. Entre janvier 2000 et maintenant, le directeur s'est offert un terrain à prix d'or sur lequel il s'est tapé un immeuble R+3 entre janvier 2020 et maintenant. Hein. Ouais. Il a acheté le terrain à Lambagny, il s'est tapé un R+3, ça veut dire un immeuble à 3 étages, ouais. à 3 niveaux. Donc un R+3 à Lambagny, ses voisins qui sont à l'écoute, ils peuvent témoigner. Bien sûr. En plein cœur de la capitale, donc Ouais. une parcelle de ce standing en plein cœur de Conakry, C'est de l'argent. ben non, imagine le reste. Alors, les nominations aussi sont faites au gré du directeur et du ministre sans aucun critère de compétence. C'est dans cette lancée que le fils d'un cadre malinqué très influent au ministère de la Santé vient d'être parachuté à la direction de la médecine et nommé dans les prestigieuses fonctions de divisionnaire, de directeur divisionnaire. Et alors que ceux qui ont toutes les expériences acquises suite à plusieurs années passées dans ce service sont laissés pour compte. On parachute quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui n'a aucune expérience, qui ne connaît pas le service, divisionnaire d'un coup, les gens qu'il a trouvés sur place, on les place encore sous son autorité, aucune expérience, un novice comme ça, comment est-ce que vous voulez que ça bouge? C'est la Guinée. Alors, le directeur ne s'est pas arrêté là, il va plus loin. Comme il a de très bonnes relations au Canada, il vient d'y envoyer son fils pour ses études, toujours sous le dos du contribuable guinéen et aux grandes dames des contractuels. Ouais. Ok? Alors, donc, le directeur ne s'est pas arrêté. Donc là, il allait très loin. Et puis, il a envoyé donc son fils pour ses études. Au moment où les contractuels broient du noir, après avoir passé 11 mois sans salaire. 11 mois sans 11 salaire. mois d'arriéré de salaire. Ouais. Les contractuels. Alors que- C'est vérifiable. Vous qui nous Voilà. suivez là, vous pouvez demander ces contractuels là, ils vont vous dire la vérité. 11 mois sans salaire. Et c'est le même directeur de la médecine du travail qui vient également de mettre ses relations à contribution pour l'achat d'un somptueux pavillon au Canada pour la DAF du ministère de la Santé. Donc celle-ci aussi vient de s'offrir un pavillon au Canada. Et semble-t-il que le fils même du directeur de la médecine du travail habiterait dans ce pavillon. Ah, bien sûr. Voilà. Où est-ce que tu veux qu'il Voilà ce qui se passe. Ouais. Alors, donc, monsieur le directeur, nous vous prions de songer à payer vos contractuels. Ce sont des pères de famille et des mères de famille comme vous, et vos enfants ne sont pas plus dignes que les leurs. Exactement. Nous reviendrons encore sur ce dossier Bien évidemment. avec plus de détails Ouais. dans nos prochaines éditions, et sans compter que monsieur le directeur de la médecine du travail se propose d'aller faire un voyage en Europe pour faire une opération esthétique. Alors, Parce que il a une brûlure Ouais. à la main droite, il veut venir ici encore Ouais. sur le dos des contribuables pour effacer cette cicatrice. Et là, il a une grosse cicatrice de brûlure sur le bras qui l'empêche parfois de porter des manches-coutes. Bien sûr. Il veut venir faire encore la chirurgie esthétique en Europe pour balayer cette grosse Et tout- cicatrice sur sa main droite. et tout le monde Et sait. toi, tu sais le prix Oui, d'une telle opération. Oui. Pendant ce temps, les autres sont là-bas sans salaire. Exactement. Au lieu de venir réparer sa main, nous invitons monsieur le directeur de payer d'abord les contractuels. Sinon, il arrive ici, où qu'il soit, nous allons organiser un sit-in devant son hôtel. Exactement. Alors, rapidement, le temps nous est compté, Monsieur Mangeant. Il est 23h06 ici. On va plus tarder. Je ne pense pas si on aura le temps de parler de ces sous-thèmes. D'accord. Sachant très bien voilà, la distance qui me sépare de ton domicile. Ouais. Alors, dites-nous réellement et rapidement, qu'est-ce qui tourne autour aujourd'hui de ce remaniement ministériel? Voilà, sauf changement de dernière minute donc. Sinon, M. Alpha Condé s'apprête à faire un ménage
au sein de son gouvernement. Ouais. Ben, je ne sais pas si ça va être un remaniement ou bien si ça va être les mêmes. Mais de toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que le président, M. Alpha Condé, a été très vicieux. En nommant M. Mohamed Ghané dans les fonctions de premier ministre par intérim, par décret. C'est par décret ou bien par un communiqué. Mais ça devient un acte officiel. On a tous critiqué qu'il fallait un décret. Mais comme c'est un acte officiel du président de la République, un communiqué, s'il ne peut pas faire un décret, il faut un communiqué pour dire qu'il est mis fin, dès que M. Kassory est de retour au pays, il est mis fin aux fonctions de ministre par intérim. Comme ils l'ont fait par communiqué, il faut un communiqué aussi pour annuler ce acte. Tant que ce communiqué-là n'est pas publié, il n'y a pas de décret. Monsieur Mohamed Ghané continue d'être vice-premier ministre. Exactement. Et en cas de vacance à ce poste, il est celui-là qui est la personne indiquée pour occuper le poste de premier ministre. Exactement. Donc pour éviter, on peut limoger le premier ministre à l'heure là, sans balayer le gouvernement. Parce que déjà, juridiquement, il n'y a pas de vide. Il y a un premier ministre par intérim. Par intérim, il y a le porte-parole même du gouvernement, le célèbre Tibou Kamara, qui a dit que ce n'est pas la première fois et que dans la hiérarchie gouvernementale, donc après le premier ministre, que c'est Ghané. Et donc qu'il a toujours l'habitude d'assumer le rôle de premier ministre en cas d'absence de Kassory. Sauf donc, que cette fois-ci, ils l'ont matérialisé par un acte. Exactement. Ce qui a dû attirer l'attention de Kassory. Parce que tant qu'il n'y a pas un autre acte qui dit que le Premier ministre par intérim, il est mis fin à ses fonctions dès lors que le titulaire est rentré, comme ils l'ont fait par écrit, il faut un écrit aussi pour effacer. Si c'était un décret, il fallait un autre décret aussi pour annuler. C'est-à-dire, c'est pour cela qu'on dit que le présent décret abroge toute disposition antérieure. Donc, il doit faire encore un communiqué pour dire que le présent communiqué abroge toute disposition antérieure. Donc, sinon, toujours est-il que Ghané reste dans les fonctions de Premier ministre et en cas de limogeage de Kassory, il monte automatiquement sans que le gouvernement ne soit totalement balayé. Bon, ce qui veut dire, jusqu'à présent, c'est M. Mohamed Ghané qui assume toujours la fonction de Kassory. Logiquement. Logiquement. Parce qu'il faut un papier qui le décharge, un communiqué qui le décharge. Voilà, il faut un contre-communiqué. Parce qu'entre eux, il va rendre compte de tout ce qui s'est passé au niveau du fonctionnement de la primature. Ça, c'est à l'interne. Mais il faut un communiqué encore qui dit que le Premier ministre reprend ses fonctions et qu'il est mis fin aux fonctions de Premier ministre par intérim de M. Ghané. Sinon, le président, M. Alpha Condé aura les champs de choses, la marge de manœuvre de pouvoir limoger Kassory sans que il n'y ait limogeage de toute l'équipe gouvernementale. Parce que dès que le Premier ministre part, toute son équipe part avec lui. Donc, mais actuellement, il peut partir sans que l'équipe ne parte parce que déjà, il y a un acte qui met en place une personne pour juguler le vide juridique. Ok. Alors, donc, sauf changement de dernière minute, sinon, M. Alpha Condé s'apprête à faire un ménage au sein de son gouvernement. Et selon nos sources, ce n'est pas un vaste mouvement qui est prévu. Il s'agira de congédier certains ministres qui ne jouent pas le jeu comme le veut leur mentor. À ce niveau, sauf si notre annonce pousse M. Alpha Condé à renoncer à ces réglages prévus dans son équipe gouvernementale, puisqu'il voudrait faire mentir Mandian Sidibé. Sinon, le ministre de l'Enseignement supérieur Aboubakar Silla, ancien porte-parole de l'opposition et du gouvernement, devait être éjecté de son fauteuil. Peut-être Alpha peut reculer pour que on dise que Mandian était un menteur. Alors, on lui a mis la pression la dernière fois, lorsqu'il est revenu de son voyage. Il est sorti, il a fait. Sauf que on avait dit aux gens de ne pas sortir, de ne pas s'intéresser. Donc, bon, bref, on passe. C'est pas un souci, ça. Il est allé contrôler les départements, c'est son droit, mais sauf si il reculait parce que aujourd'hui... Non, il ne faut pas dire que c'est son droit. Il est confiscateur du pouvoir, il n'est pas contrôleur dans les ministères. Bon, il y a un contrôleur d'État. Bon, peut-être qu'on a plus peur de lui que des autres, que des contrôleurs. Peut-être c'est à cause de ça. Et donc, je disais que Aboubakar Silla devait être éjecté selon nos informations, et Damantan Kamara pourrait occuper ce fauteuil ministériel, et à la place de Damantan, l'actuel directeur central de la police de l'air et des frontières DCPAF est sur la liste pour succéder à son ministre Damantan. D'accord. Informé des intentions de son patron de procéder à un mini remaniement, avant d'arriver là-bas, je vais vous dire, le DCPAF. Le DCPAF, peut-être ça va être une récompense. Ça va être une récompense
Parce que le DCPAF a eu le courage. Il fait partie du cercle restreint qui gravite autour de M. Alpha Condé, tel que Fabou. Il a eu le courage, je ne sais pas si on appelle ça courage ou kilo, de rapporter son ministre et son directeur général chez le président, et pas dans leur dos. On leur a fait appel. Le ministre assis, le directeur assis, il les a accusés d'être à l'origine des écrasements de passeports. Ouais. Tu t'imagines? Alpha est derrière. Et, bon, je ne sais pas trop. Non, il est derrière. Et le président a suivi. Vous voyez? Alpha est derrière. Et donc aujourd'hui, lui, il est positionné pour être ministre. Il est derrière, Alpha est derrière. Moi, je me dis que peut-être c'est une récompense. Ah oui, bien sûr. Hein? Alors, donc, il est censé, de toute façon, remplacer Damantan. On est d'accord? Ouais. Et donc, Kassori ne se sentant pas confortable dans son fauteuil, notamment suite à tous les échos tonitruants provoqués par la nomination éphémère de Mohamed Ghané dans les fonctions de Premier ministre intérimaire, sans compter qu'il avait lui-même envie de rendre le tablier, il a chargé un de ses amis communs avec M. Alpha Condé pour passer un message de repentance sur fond d'excuses voilées à l'occasion des obsèques de sa fille morte aux États-Unis et inhumée hier à Forikaria. Moualim Touré est un proche de Kassori, en même temps conseiller à la présidence de la République. Ce religieux donc a mis l'occasion du symposium organisé à l'hôtel sino-guinéen à la mémoire de la fille de Kassori pour dire ceci. Je répète, citation, ce que Moualim a dit hier. Je profite de cette occasion solennelle pour dévoiler une confidence que le Premier ministre m'a faite hier, alors que nous étions à deux chez lui. Il m'a dit, Moualim, même si le président de la République me limoge aujourd'hui, j'irai m'installer aux États-Unis et rester à l'écoute. S'il se porte candidat à l'élection de 2026, je reviendrai battre campagne pour lui. Le président m'a aidé à enterrer mon illustre mère et maintenant, c'est au tour de ma fille. Il ne peut plus faire mieux que ça pour moi. Ce qui me lie au président est plus fort que la politique. Je lui en resterai redevable à vie. Fin de citation. Et, à mon avis, Monsieur le Premier ministre, c'est moi qui parle maintenant. Et, Monsieur le Premier ministre, premier des ministres, parce qu'il n'est même pas Premier ministre, il est le premier des ministres, c'est-à-dire en citant les ministres, on commence par lui. Monsieur le Premier des ministres, aujourd'hui, ce que vous liez à Monsieur Alpha Condé, vous le dites, est plus fort que la politique. Mais il y a quelques années seulement en arrière, lorsque vous déclariez que n'importe quel soussou qui vote pour Alpha ou devient un allié de M. Alpha Condé est un maudit. Bien sûr. Bah, alors, si ceux qui votent pour lui ou ceux qui s'allient à lui sont des maudits, moi je voudrais bien savoir quel qualificatif vous vous attribuez à présent, vous-même. Tout simplement. Pendant que vous êtes aujourd'hui plus qu'un allié, il est plus qu'un simple souci aujourd'hui, en votre qualité de premier des ministres, quel est le qualificatif que vous vous donnez vous-même? Non. Le souci qui vote, il est maudit. Il est bâtard. Celui qui s'allie, le souci qui se met derrière Alpha Condé, il est maudit. Il est bâtard. Bon, aujourd'hui, lui n'est plus un simple souci. C'est tout simple. Il est tout simplement racine carrée de maudit. Bon, moi je ne sais pas trop. Mais nous attendons votre qualificatif, s'il vous plaît, monsieur le Premier ministre. Oui. Hein? Ma deuxième question est de savoir s'il vous arrive souvent à revoir sur YouTube vos anciennes déclarations sulfureuses contre monsieur Alpha Condé, auxquelles vous avez attribué tous les noms d'oiseaux dans un passé récent. Oui. Est-ce que des fois il faut se mirer? Non, mais il s'en fout de ça. Est-ce que lui il se mire? Non. Il faut se mirer. Parce que là, les trucs sont disponibles bien sur sûr, YouTube, bien sûr. sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Est-ce qu'il écoute ça? Donc, moi je lui pose cette question. Est-ce que M. Kassori écoute cette ancienne déclaration? Et ma troisième et dernière question est celle de savoir le langage qui sera le vôtre, monsieur le Premier ministre, après Alpha, pour intégrer la nouvelle équipe dirigeante du pays. On a vu Kridi, qui était avec Conte, il était avec Dadis, il était avec... Il est là aujourd'hui encore. On a vu monsieur Toubou, qui était avec Conte, il a été ministre avec Conte, il a été ministre avec Dadis, il a été ministre avec Sekouba, il est ministre aujourd'hui. Ils vont tous continuer encore. Quand il va venir, il sera encore ministre dedans. Mais moi, je me demande maintenant, il a insulté Alpha hier. Il est là aujourd'hui. Je ne sais pas maintenant quel est le langage qu'il va tenir à celui qui va venir pour intégrer l'équipe de cette personne encore. Monsieur le Premier ministre, si vous avez une idée déjà, nous vous prions de bien vouloir nous le dire. Merci monsieur le Premier ministre. Et
tous nos souhaits de maintien à votre poste vous accompagnent, puisqu'il ne sera sûrement pas le président Alpha Condé, j'ai dit monsieur Alpha Condé, hein, pas le président, monsieur Alpha Condé ne sera sûrement pas insensible au moment des funérailles de votre fille que vous avez choisi pour lui envoyer un message de pardon. Ouais. Ça, c'est un message de pardon. Pardon, ne me limoge pas. Je reste fidèle, je reste loyal. Ok? Ce sont des moments très sensibles dans les communautés guinéennes d'Afrique. C'est vrai. Bien sûr. Choisir une cérémonie comme ça pour lancer, envoyer un message. En tout cas, si quelqu'un a le cœur, c'est difficile de toucher à cette personne. Parce que le moment était trop pathétique. Bien sûr. Voilà. Donc, votre patron en tiendra sûrement compte pour ne pas aggraver votre affliction. Bonne chance, Doncas. Alors, mesdames et messieurs, on ne va pas aller maintenant très loin. Je vous ai parlé des sous-thèmes, mais je ne pense pas qu'on ait l'occasion de parler de tout ça. On va se limiter là aujourd'hui. Certainement, dans les jours à venir, on aura beaucoup plus d'informations. Vous partagerez au maximum l'émission. Et on se dit cela à très prochainement, Inch'Allah. Merci beaucoup. On vous love. Merci à tous et bonsoir. Ouais.